La France est un pays paradoxal. On pense que tout s'est arrêté il y a maintenant 60 ans avec les indépendances, et pourtant, nous sommes certainement un des derniers pays à avoir encore des territoires sur tous les océans, sur tous les continents, et cette histoire est loin d'être définitivement écrite, parce que par définition, chacun ne vit pas de la même manière le temps post-colonial. Le temps historique de la colonisation est fini. Les indépendances, même on peut dire en termes économiques. Par contre, dans les mentalités, dans les inconscients collectifs, on n'a pas véritablement encore totalement décolonisé nos imaginaires, nos pratiques, la manière de regarder l'autre, voire même la manière de se penser français au regard du monde. C'est pour ça que ce travail perdure dans le temps post-colonial et qu'il faut continuer à œuvrer pour sortir de ce qu'a été à un moment une image, un imaginaire dominant dans la société française. Dans l'histoire des décolonisations, on oublie toujours ce qu'on appelait à l'époque les vieilles colonies. On a pensé d'ailleurs qu'à cette époque-là, ils avaient vécu l'histoire à côté de l'histoire. Pas du tout. La Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion se sont battus. Ou même certains rêvaient d'être indépendants. Ça ne s'est pas fait au moment des grandes vagues d'indépendance. Mais cette histoire ne s'est pas arrêtée. Quand on voit le référendum en Nouvelle-Calédonie, quand on voit depuis 20 ou 30 ans les enjeux politiques sur des territoires, quand on voit qu'aujourd'hui à l'ONU, la Polynésie par exemple est inscrite dans le processus de décolonisation, ça veut dire que l'histoire perdure dans le présent. Il y a encore aujourd'hui des partis politiques qui revendiquent une certaine rupture avec la France. Par exemple en Nouvelle-Calédonie où là la ligne est clairement marquée, une partie de la population souhaite l'indépendance et une partie de la population ne la souhaite pas. Et elle a en plus des origines différentes. Donc c'est très conflictuel. Il faut bien se rendre compte que cette histoire politique n'est pas terminée parce qu'elle pourrait demain, dans de nouvelles configurations économiques, régionales, voire internationales, aboutir à d'autres évolutions. Dès la fin de l'Empire, la République française a tout de suite imaginé des statuts différents pour les différents territoires. D'abord, certains restèrent. Je rappelle que les Comores n'ont pas été indépendants tout de suite. Et puis, on a donné des statuts différents en fonction aussi du référendum de 58. Donc, certains territoires ont voulu être des départements, d'autres des territoires. Et depuis 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans après, les évolutions statutaires de ces territoires ont été aussi liées à la fois à la vie politique, je dirais, locale, mais aussi à la vision nationale. Quand vous installez une base Kourou, par exemple, en Guyane, ou quand vous avez des essais nucléaires à Mururoa, vous imaginez bien que la manière, le statut même de ces territoires va être fondamental pour l'État français. On pourrait se poser la question de la manière dont aujourd'hui la France et ses outre-mer fonctionnent. Il y a une équité de droit, il y a une équité devant la loi, ce qui n'a pas été tout de suite le cas quand il y a eu la départementalisation en 1946, par exemple. Il a fallu attendre très longtemps pour avoir l'égalité dans les droits sociaux. Donc on voit déjà que le retard à l'allumage, il a commencé très tôt. Et encore maintenant, il y a des inégalités de fait entre des territoires ultramarins par rapport au niveau de vie, par rapport à la situation politique, par rapport à la présence ou à la possibilité, par exemple, pour un enfant, un jeune, de trouver un emploi sur le territoire. Car souvent, ce sont été des territoires qu'on n'a pas développés en termes économiques. Prenez la Guadeloupe, que je connais très bien, par exemple, comme exemple. Vous avez encore d'énormes problèmes pour avoir une production locale qui permettrait en fait non pas d'importer systématiquement de la métropole, parce que tout se pense encore depuis la métropole par rapport à ces territoires, qui sont des fois à plus de 10 000 km de la France hexagonale. C'est donc très complexe et on n'est pas encore arrivé à trouver un système d'équité qui fait qu'un Français de Guadeloupe, un Français de Nouméa, un Français de Polynésie et un Français du Cantal ou de la Bretagne, d'une certaine manière, ont les mêmes chances, les mêmes avantages, les mêmes inconvénients et vivent dans la même société. 60 ans après les indépendances, on peut encore estimer que la France a encore des intérêts, comme on dit en Afrique. Beaucoup moins qu'il y a 20 ou 30 ans, face aux Chinois, par exemple, aux Allemands, aux Américains aujourd'hui, qui sur le continent africain sont en train de prendre largement la place qu'occupait il y a quelques années la France. Et justement, ceci doit questionner la France. Si la France n'est pas capable de tourner la page de ce passé. Et cette année, nous avons plusieurs occasions. Il va y avoir Africa 2020, qui va être une année, une saison qui va rendre hommage à l'Afrique. Le grand débat qui vient d'être ouvert sur l'arrêt du franc CFA, le retour des biens culturels, et peut-être aussi la prise de conscience de ce qu'a été le passé colonial de nos élites politiques pour justement peut-être trouver une nouvelle manière d'imaginer un nouvel avenir avec l'Afrique. Sinon, la France va définitivement couper ce lien très ancien et elle aura beaucoup de mal à rebâtir d'une certaine manière une histoire non plus fondée sur des intérêts qui aillent dans un seul sens, mais des intérêts communs. Certains aujourd'hui voudraient une rupture avec cette ex-tutelle française. D'autres ont encore ce sentiment que la France veut dire quelque chose. C'est complexe en fonction des générations. C'est complexe aussi en fonction des pays dans lesquels vous parlez. Par définition, l'Afrique n'existe pas. Il y a des Afriques, il y a des pays différents, il y a chaque pays, chaque nation a sa propre identité. C'est comme si on voulait imaginer que l'Europe pense de la même manière. On sait bien qu'un Allemand, un Portugais, un Français ne pensent pas pareil. Par contre, on sait une chose. Quand l'équipe du Sénégal, l'équipe d'Algérie ou l'équipe de France ne passe pas le tour d'une Coupe du Monde, on soutient, nous Français, ou nous Sénégalais, ou nous Algériens, l'équipe de l'autre qui a passé le tour. Ça veut dire qu'on a encore quelque chose au fond de nous qui a écrit cette histoire commune, malgré tous ces traumas et ces difficultés. Être ensemble veut dire quelque chose. Si on veut construire un avenir commun, il va falloir apprendre autrement à penser l'autre.